On va incessamment reprendre. Et il me fait vraiment plaisir. Je ne veux pas présenter le conférencier président, je veux juste l'introduire. Mais le professeur Vincent Gautret, qui est titulaire de la chaire en droit de la sécurité des affaires électroniques à l'Université de Montréal, qu'on ne présente plus en matière de commerce électronique à l'international. Je vais m'en tenir à ça pour justement ne pas oublier des pans de sa biographie parce qu'elle est vraiment très longue. Je vous prie d'accueillir avec vos applaudissements le Merci beaucoup Karel pour cette très belle activité de ce matin. Je vais aller très vite parce que le mandat qui m'a été donné est toujours un peu particulier quand vous devez finir, quand vous devez commencer au moment où vous devez finir. Donc sans plus de préliminaires, je vais simplement vous présenter ce panel qui est un peu différent des autres, peut-être dans la mesure où on va parler d'un droit dont souvent on a tendance à dire qui est un droit un peu autonome. En fait, c'est du vrai droit, c'est un droit comme les autres, c'est un droit, donc, comme tout le droit est une science de la réaction, est un droit qui vise à baser sur des vieilles règles, qui vient à utiliser des vieilles règles à des situations nouvelles. Peut-être la différence, où vient peut-être l'aspect révolutionnaire du domaine, c'est justement cette réalité virtuelle que l'on essaie d'encadrer, qui, elle, est en mouvance et en révolution, à différentes évolutions du droit, et qui, parfois, a une certaine influence sur le droit. Donc, sans plus de préliminaires, alors, au regard d'un mandat qui est pas mal celui d'un garde-chiourme, dans le sens où j'ai un mandat de respecter le 10 minutes ou 12 minutes quand il y a 2 intervenants par personne. On a 5 intervenants à peu près 45 minutes, puis je voudrais absolument qu'on garde un petit peu une petite plage horaire pour la discussion avec la salle. Alors, sans plus tarder, la professeure Nicole Lacaze, que je ne vais pas présenter, je vais simplement vous dire, comme vous avez entendu ce matin, qu'elle forme les anciens ministres. Je le mentionne parce que ce n'est pas dans son CV que vous m'avez lire le cas. Et elle sera accompagnée de Serge Chablan, qui est également professeur à la faculté des sciences de l'administration. Il est, je pense, aussi son doctorant. Alors, sans plus tarder, professeur Lacaze, professeur Chablan. L'avantage d'être en tandem avec Serge, c'est qu'on a un PowerPoint. Voilà. Alors, le but de notre présentation est de vous parler de l'expertise québécoise dans l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. Et pour ce faire, on passe ça. On va vous parler vraiment du contexte législatif dans lequel s'est fait cet acte-là, de la méthodologie d'élaboration et du processus d'adoption. Notre présentation va se faire en tandem, et vous allez voir un peu pourquoi l'explication de ça plus loin. Dans les acétates, je vous garde pour un petit peu plus loin. J'ai trouvé fort intéressant la présentation du professeur Fontaine et celle de M. Fénéon, et elle est vraiment en amont de ce qu'on va faire. Je vous rassure tout de suite, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'experts ici qui s'intéressaient au droit des transports directement. Donc, on va plutôt axer sur la méthodologie et la manière dont cet acte a vu le jour, pour pouvoir justement mieux connecter avec les 2 présentations qu'on fait. Et s'il y a des experts en transport, écoutez, on se fait un grand plaisir après de s'asseoir et de se payer les discussions du domaine des transports. Mais je vous rassure pour les autres, on va aller là. Contexte législatif, je pense que c'est des choses qui ont été dites. C'est les actes du traité OHADA pour vous dire que le but du traité, c'est vraiment des règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation des pays OHADA, et que ça s'exprime par des actes uniformes, et qu'il y a un mandat très large que j'ai souligné en droit des transports. Je souligne, ce n'est pas écrit droit des transports routiers, c'est écrit droit des transports à large. Donc, on pourrait supposer qu'il y aurait des règles dans d'autres domaines que le transport routier, et on va vous dire pourquoi on est arrivé à faire seulement un acte uniforme dans le domaine du transport routier. Puis les actes uniformes, là, dans le domaine du transport routier, c'est le 8e de 9, qui avait été adopté en 2003, entré en vigueur en 2004. Et donc, nous, on a eu le plaisir, je dirais, de voir notre œuvre aboutir. Et ça, vous savez tous, ceux qui ont travaillé sur des projets, qu'à partir de cet moment, c'est hors de tout notre contrôle. Nous ne sommes que spectateurs de ce qu'on a rédigé et on le regarde vivre et évoluer. Et c'est un peu ce qu'on a vécu. Je vous ai rappelé ici le processus d'adoption d'un acte uniforme dans le traité OHADA
pour vous dire où est-ce qu'on va se situer. Et moi, ici, en fait, c'est une histoire qu'on va raconter. C'est l'histoire de CECAC et du processus d'adoption. Mais si vous regardez plus largement, un acte uniforme, ça prépare, c'est le secrétaire permanent, et qui initie, le secrétariat permanent, qui va initier, à l'ordre des gouvernements, la préparation de l'avant-projet ou du projet d'acte uniforme. Et donc, M. Sosa et son équipe cherchent des experts pour arriver à trouver qui peut faire le travail. Vous l'avez bien exprimé ce matin. Et à partir de là, va se mettre le travail d'élaboration pour tenter d'avoir un avant-projet. Je vais expliquer plus loin, et c'est surtout dans cette partie élaboration qu'on va situer notre présentation. Ensuite, il y a la partie commission nationale qui a été très bien évoquée par notre collègue le professeur Fontaine, en disant on communique aux autres parties l'avant-projet pour avoir leurs commentaires. Et là, on en tient compte pour arriver. Ensuite, si tout va bien, on arrive à l'avis de la Cour de justice et d'arbitrage. Le secrétaire permanent et son bureau font un texte définitif. Et on arrive enfin à une adoption par le Conseil des ministres. 2 tiers des États doivent être présents et vote à l'unanimité avec des abstentions possibles. Et après ça, on est en vigueur. Donc, c'est quand même un processus assez long. Ils sont traduits pour l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. C'est un processus qui avait débuté en 1998, où on a fait appel à l'expertise canadienne en appui au secrétariat permanent, et où on a débuté ensuite, vous voyez le phasage, je ne vous donne pas tout en détail, l'étude préliminaire, mais c'est un processus donc, qui a débuté en 1998 pour arriver à une entrée en vigueur de l'acte qui avait été adopté donc, en 2003, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Donc, c'est une belle histoire, mais nous, on va se situer dans cette partie, et je vais arrêter sur l'avant-projet, sur les études critiques, notamment de la CNUSI, qui était un peu peut-être une unité, un peu comme on est allé à Unidroit pour l'acte dans le domaine des contrats ou l'avant-projet. Et l'étude par les commissions nationales avait donc été précédée par une étape d'études critiques à la CNUSI, où on avait mis à contribution des experts européens et du continent africain pour, avant d'arriver aux commissions nationales, avoir des avis. Alors, projet ENA, introduction de l'expertise canadienne, c'était le ministère de la Justice du Canada qui avait décidé d'assister l'OADA, puisqu'on était dans une période d'effervescence de projets ou d'avant-projet d'acte uniforme, et qui m'avait prêté, je dirais, à l'OADA pour avoir le travail que mes collègues ont décrit, donc de rédaction d'un avant-projet. Et là, j'ai conduit cette affaire-là. Serge était à l'époque étudiant, doctorant, et dans mon équipe d'assistants. Et comme il venait du continent africain, il avait ses diplômes de base en droit de son pays. C'était une occasion rêvée de mettre à contribution des ressources qui étaient chez nous pour pouvoir avoir un ancrage dans les droits nationaux. Donc, Serge avait été à l'époque l'assistant qui avait beaucoup contribué, la petite main derrière, là, mais qui travaillait très fort pour nourrir dans le processus la rédaction de l'avant-projet. Comme il est professeur aujourd'hui chez nous, je pense que c'est une belle occasion de dire qu'il a assisté dans ce processus-là. La méthodologie, c'est là que c'est intéressant de voir que les actes uniformes, en fait, ils partent de la même façon, mais dans la méthodologie, on peut prendre différentes approches. Et nous, dans l'approche qu'on a prise, on a dit, on va regarder, le professeur Fontaine a dit, on est parti des principes d'une droit, de certains grands textes, autrement. Le maître Trignon a dit, on ne va pas s'occuper des sources du droit national. Et donc, on a fait un peu tout ça, et comme M. Fontaine, on est arrivé à aller faire des missions dans les pays signataires, rencontrer les ministères des Transports, les ministères de la Justice, les syndicats de transporteurs, les associations de transporteurs. D'ailleurs, toutes les fois que je disais que je voulais rencontrer des transporteurs et des associations, ils me disaient pourquoi. Parce que c'est eux les vrais utilisateurs, parce que c'est eux qui ont les problèmes, mais parce que c'est essentiel, donc si on veut dire que c'est un droit qui est adapté, de comprendre les besoins. Et donc, on a fait un inventaire des droits, on est arrivé aussi à regarder, puis là je vais vous le définir un peu plus loin. Si on regarde l'inventaire des droits, au début, on dit droit des transports. Droit des transports, ceux dans ce domaine, ça veut dire transport aérien, transport ferroviaire, transport routier et maritime, interne. Donc, vous êtes dans les 4 domaines. Là, on a dit ce qu'on va faire tout droit des transports. Aérien, maritime, il y a déjà une uniformisation mondiale à ce niveau-là. Convention de Varsovie, les règles de la FSB en maritime. Il n'y a pas un pays qui a des, en tout cas très rarement, des règles autonomes dans ce domaine-là. Et il était impensable, ou à peu près, si on est logique, de toucher à ces morceaux-là. C'est déjà harmonisé et internationalisé d'une façon très correcte. Transport ferroviaire, je vais laisser à Serge expliquer
simplifié, mais la pertinence n'était pas tout à fait au rendez-vous. Ce qui fait que ça a très vite pointé que c'était dans le domaine du transport routier où il y avait des besoins dans l'Afrique. Donc, on est retourné au secrétaire général, au secrétaire permanent, pour dire, écoutez, transport, oui, mais transport routier. Différents types de transport. En Europe, c'est des stats qui viennent vous dire, finalement, que le transport routier, c'est le plus gros morceau. Dans la plupart, c'est 74% à peu près du transport qui se fait en Europe, c'est du transport routier. Et quand on va arriver aux chiffres en Afrique, vous allez voir que c'est très similaire. Quand on a fait notre inventaire des textes existants au niveau légal, on est tout de suite arrivé à dire qu'il y avait une harmonisation dans le domaine des transports. Tout l'aspect technique était déjà l'objet de textes harmonisés dans la plupart des pays d'Europe. Et là, quand je dis harmonisé, il doit y avoir une soixantaine d'accords de traités de convention qui vont de la largeur des rails de chemin de fer jusqu'à la signalisation routière, au poids sur les essieux, en passant par tout l'aspect technique au passage des frontières. Donc, tout cet aspect-là technique était assez couvert, et on va voir que même en Afrique, c'était assez couvert. Par contre, ce qu'il y avait en Europe qu'on a retrouvé, c'est évidemment la CMR, la convention qui est sur le contrat de transport de marchandises par route, et qui datait de 56, et qui date toujours de 56, avec un protocole en 78, et une autre convention qui était pour le transport de voyageurs et de bagages. C'est ce qu'on avait, et dans les études préliminaires, notre but était de faire le tour des textes existants et de voir c'était quoi les droits les plus modernes, les plus adaptés, et de partir de là pour travailler ensuite avec les textes nationaux, c'est-à-dire les codes nationaux de chacun des pays. Les études préliminaires ont aussi révélé pour nous qu'en Amérique du Nord aussi, on est plus diversifié. Vous voyez, nous, c'est à peu près 29% de transport routier, parce qu'il y a beaucoup de transport par bateau, par train et par pipeline, puisque ça fait partie du domaine des transports. Et on a vu qu'en Amérique du Nord, et c'est quelqu'un qui posait la question de la common law tout à l'heure, l'harmonisation du droit des transports routiers en Amérique du Nord, c'est beaucoup du droit common law, où on parlait de connaissement, de bill of lading, même en transport routier, alors que dans les pays européens de droit continental, ça va être réservé au domaine du maritime. Donc là, on a quand même une différence, mais on s'est intéressé à ce moment-là au texte de l'ALENA, à la Convention interaméricaine de l'Organisation des États américains, au North American Standard Transportation Practice, au bill of lading uniforme, là, le connaissement uniforme nord-américain, pour faire un grand inventaire de ce qui existait, donc où il y avait les conventions européennes. Et après ça, on arrive vraiment sur le transport en Afrique. Et là, Serge prend le relais. Alors, je vois le président regarder sa montre, on va essayer d'aller rapidement. Concernant la situation en Afrique, le tableau il est le suivant. Donc, on a fait plusieurs constats. Premier constat, en ce qui concerne l'infrastructure routière, vous avez à peu près pour le continent, donc 24,5% des routes qui sont bitumées. L'Afrique de l'Ouest représente à peu près 26%, donc la densité routière s'exprime à peu près à 6,8 km par 100 km, comparativement à des endroits comme l'Amérique latine où on va avoir une densité qui tourne autour de 12 km par 100 km², ou encore à l'Asie où on parle de 18 km par 100 km². Donc une densité routière relativement faible. Par contre, malgré cette faiblesse-là, la route constitue donc 80-90% donc dans l'espace considéré le moyen de transport utilisé, donc qui représente une importance capitale en termes d'échange de marchandises, donc du trafic interurbain et interétatique. Donc premier constat que nous avons noté. Deuxième constat, c'est ce dont Mme Lacasse a parlé précédemment. Eh bien, en ce qui concerne l'harmonisation du droit des transports dans cette zone-là, on a été surpris par une liste considérable d'instruments d'harmonisation. Ici, vous avez une harmonisation qui concerne les aspects techniques et économiques donc, des transports. La liste ici, elle est indicative. Le problème, par contre, qui se pose, c'est notamment l'application de ces différents instruments-là. On a vu que dans les faits, même aujourd'hui, lorsque vous regardez le monitorage que fait l'OPA, donc l'Observatoire pour les pratiques anormales, eh bien, on a toujours des problèmes, par exemple, de passage aux différents postes frontaliers de contrôle et de prélèvement irréguliers qui compliquent cet échange-là. Donc, on a, oui, des instruments d'harmonisation dans différents secteurs, mais la mise en œuvre n'est pas toujours acquise. Deuxième constat. Le troisième constat concerne le droit privé. Et là, à cet égard, eh bien, on note une quasi-absence donc, de règles, d'instruments, de règles d'harmonisation du droit privé. Il y a bien sûr quelques exceptions. Les pays de la CEMAC, par exemple, ont
une convention interétatique qui va venir réglementer certains aspects du transport, du contrat de transport de marchandises, mais c'est une exception. De façon générale, ce qu'on constate, c'est bien entendu cette absence-là. Alors donc, pour l'OHADA, la question qui s'est posée est la suivante. Si on doit s'attaquer donc à ce domaine-là du droit, donc le droit privé des transports, il faudrait tenir compte de ces trois préoccupations qui sont listées là. Premièrement, il faut encadrer le contrat de transport. Le contrat de transport de sa formation à son exécution, déterminer les obligations des différentes parties impliquées à ce contrat, donc donneur d'ordre, expéditeur, transporteur et le destinataire également. Donc c'est la première préoccupation exprimée par le RADA. Ensuite, il faut déterminer le document de transport, le document qui est utilisé dans le contrat de transport. On a évoqué le connaissement en usage, notamment en Amérique du Nord, même dans le secteur routier. Donc il faut déterminer quel type de document on va utiliser dans les pays membres de l'OHADA. Est-ce qu'il faut suggérer, on avait d'ailleurs suggéré l'utilisation du connaissement, on vous expliquera que ça a été écarté plus tard, mais quelle est la forme de ce document-là? Quel est le poids, la valeur juridique de ce document? Quelles sont les mentions que doit contenir ce document? Est-ce que c'est un document qui va venir juste attester du contrat ou est-ce que c'est un document qui va venir formaliser le contrat? Donc, c'est un contrat solennel. Je passe les détails. Troisième élément, alors là, c'est l'élément le plus costaud de l'affaire, enfin du régime juridique, le régime de responsabilité du transporteur. À quel moment on pourra retenir la responsabilité du transporteur dans l'exécution du contrat? Quelles sont les conditions d'exonération donc de cette responsabilité? Les limites éventuelles de la responsabilité? Ce sont ces trois éléments-là qu'on devait couvrir donc dans l'acte uniforme. Alors, là, on arrive à l'étape de l'avant-projet. Donc, on a réalisé les études préliminaires, on a regardé ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Amérique du Nord, ce qui se passe également dans les pays concernés. On a produit donc l'avant-projet, le texte de l'avant-projet d'acte uniforme. Et l'inspiration de cet avant-projet, de ce texte-là, c'est bien entendu, premièrement, les législations nationales. Donc, on a fouillé dans les différents États concernés, les 16 États concernés, pour essayer de dégager ou identifier ou déterminer l'état de cette législation-là. Et le constat, il est le suivant, c'est il y a une relative homogénéité dans les règles qui existent dans ces différents États. Homogénéité qui découle de l'héritage colonial, dans à peu près, enfin dans la grande majorité de ces États, c'était des règles d'origine coloniale qui continuaient à s'appliquer. On parle notamment du Code civil français, du Code de commerce français. Donc c'est le premier élément. Donc il n'y a pas vraiment de nécessité d'harmoniser les règles, parce que les règles sont déjà homogènes. La question qui se pose ici, c'est surtout une question de rendre ces règles-là modernes, de les rendre vivantes, de les adapter aux nouvelles évolutions, enfin bref, de les faire évoluer. Le deuxième élément qu'on a constaté dans l'étude de la législation, c'est une particularité qui concerne le Sénégal et le Mali. Et là, on a tenu à venir avec ces codes-là qu'on a eus, mais c'est tellement précieux parce que mettre la main sur ces documents-là, c'était infernal. Alors là, on les chérit depuis... Le commerce électronique, l'électronique aujourd'hui a réglé un peu ce problème-là. Mais au début de l'année 2000, ne juste que de colliger l'ensemble des textes applicables dans les pays membres de l'OHADA, des textes nationaux applicables, c'était un sport exceptionnel. Alors là, donc, je suis allée dans un bureau de syndicat de transport et c'est lui qui m'a remis ses codes. J'ai dit alléluia, j'ai tous les trucs. Et c'est un syndicat de transporteurs. Wow. Alors, dans ces deux pays-là, la législation était relativement plus avancée, dans le sens où ces deux États ont adopté de nouvelles règles à partir de leur indépendance. Donc, on retrouve une structure donc, du contrat qui nous convenait tout à fait, c'est-à-dire qu'on définit le contrat, on évoque les différents éléments qu'on a mentionnés. Donc c'était une source importante qu'on a considérée dans la rédaction de l'avant-projet. Ensuite, il fallait nécessairement considérer la convention donc, européenne qui date de 1956 et qui s'applique dans toute la zone verte que vous avez là. C'est une convention qui a énoncé des solutions importantes en matière de transport routier de marchandises. On ne pouvait pas l'ignorer. D'ailleurs, on nous a reproché de ne pas avoir fait du copier-coller de cette convention-là dans le cadre de l'OHADA et qu'on pouvait le faire dans la mesure où il n'y avait pas de copyright là-dessus. Mais elle, on va vous expliquer pourquoi on n'est pas allé vers cette solution-là. Et troisième source d'inspiration, c'est la convention nord-américaine.
La convention a été adoptée en 89, malheureusement elle n'est pas en vigueur, n'est pas entrée en vigueur parce qu'il n'y a pas eu de dépôt d'instrument de ratification à cet égard. Par contre, elles lancent des solutions qui sont également relativement pertinentes dans le cadre de l'étude que nous faisons. En tout cas, les dernières sources, c'est la source nord-américaine, l'empreinte québécoise. Oui, l'acte uniforme s'inspire également du Code civil, les articles 20-30 à 20-35 et 20-40 à 20-58 ont notamment guidé l'écriture donc de l'avant-projet d'acte uniforme. On arrive là. Dans le processus, il nous reste combien de temps? Conclusion, regarde, conclusion, presque. Presque. On y arrive. Ben, je vous dis, je racontais une histoire, on va arriver à la chute plus rapidement. On a donc étudié un avant-projet et le secrétariat permanent de l'OADA a demandé à la CNUSI de contribuer, de constituer un groupe d'experts pour analyser l'avant-projet. Donc, mes collègues, et je parlais à mon collègue M. Fontaine, M. Pudzé était donc de l'Université catholique de Louvain, mais il y avait donc des représentants de différents pays européens. Et je me souviens, la réunion a eu lieu à Bologne, en Italie. Et le premier reproche, c'était, mais vous, non seulement vous ne reprenez pas la CMR, mais vous allez changer les numéros. Alors, on voulait vraiment qu'on constitue un copier-coller. Et des missions que j'avais faites dans les pays, dans les ministères, je sentais qu'on ne voulait pas faire de contact avec nos racines, mais qui était le Code civil et non pas la CMR européenne. Mais par ailleurs, que le mandat, c'était vraiment de moderniser et d'adapter et non pas de reprendre des règles. Par ailleurs, ces chers collègues aussi, j'ai fait des études en Europe plusieurs années, donc la CMR, c'est les mêmes gens qui, ça fait des années, ça fait 40 ans qu'ils écrivent qu'il y a plein de défauts dans leurs articles. Et donc, là, il fallait reprendre intégralement, alors qu'il y avait une chance, au contraire, de constituer un texte moderne, parce que le transport, je peux vous dire, il y a 50 ans maintenant, ça a quand même beaucoup évolué, et donc de moderniser. Donc, passer le choc, on changerait la numérotation, mais on a quand même repris beaucoup d'éléments. Il y a une table de concordance, à un moment donné, qui est faite, et qui montre qu'il y a beaucoup de points communs, sauf que les articles qui posent problème dans la CMR depuis 50 ans, on ne va pas les remettre en Afrique pour qu'on reparte pour 50 ans avec les mêmes problèmes, qui sont bien identifiés, où on n'arrive pas à les modifier en Europe. Alors pourquoi on les exporterait en Afrique, je dirais, les mêmes problèmes. Donc, on arriverait avec une évolution du texte, et là, il y a un gros changement qui se fait, parce que nous, l'influence nord-américaine était beaucoup plus forte dans notre avant-projet, et à partir de là, c'est sûr que l'influence européenne va être beaucoup plus prise en compte, mais on a gardé la couleur de ce qu'on nous avait demandé, des droits locaux et de l'adaptation qui avait été demandée par l'inventaire terrain qui avait été fait, pour arriver à un texte final. Donc, l'étude critique va arriver sur des points, par exemple, on a écarté connaissement, puis là, je vais accélérer sur les détails techniques pour rester dans l'histoire. Et on arrive donc à l'étude dans les commissions nationales où le texte a été bien reçu, parce que, d'abord, les droits nationaux avaient été pris en compte, donc ils se reconnaissaient. Mais Serge l'a bien dit, il y avait déjà une homogénéité par le passé colonial dans les droits internes, et en la respectant en bonne partie, mais en amenant une évolution, les gens se retrouvaient quand même dans le texte. Notre défi était peut-être moins grand que d'autres. C'est un secteur assez spécialisé. Deux, les instruments, comme il y a quand même une harmonisation complète en Europe là-dessus, et dans les autres, les instruments desquels on pouvait se référer étaient quand même significatifs et amenaient donc à des solutions qui font une certaine universalité maintenant. Donc notre défi était plus d'arriver à le rédiger et à corriger des défauts et à l'adapter localement. Mais on est donc arrivé avec des avis positifs et un processus d'adoption où le Conseil des ministres, et là, à partir de là, nous, on perd notre contrôle, puisque pratiquement dans le processus d'adoption, et quelquefois, on m'écrit pour me dire, mais telle affaire, ça c'est après que ça a été modifié. Parce que je ne peux pas dire, des fois, il y a des incohérences qui ont été introduites dans les instances après, mais à partir du moment où on dépose notre texte, ben, il ne nous appartient plus, c'est un travail qu'on fait pour une organisation, et c'est donc les États partis qui en sont maîtres. Et quelquefois, on me dit, mais pourquoi vous avez, je dis pas moi j'ai fait un avant-projet qui a suivi son cours, mais où il y a, mais dans l'ensemble, on s'y reconnaît, il n'y a pas eu de modification majeure. Mais ce travail d'élaboration en amont est très, très important, je pense, pour le succès des actes et d'arriver, c'est pour ça que j'ai proposé à ça, qu'on parle plus de méthodologie qu'on avait utilisée pour arriver, et le but c'était, je répète, et je coupe ma boucle, M. Gautret, ne vous inquiétez pas, on voulait arriver à des règles communes, moderne et simple et adapté. Et je pense que dans l'évolution, et la méthodologie pour y arriver, je pense que c'est très important dans la façon de travailler et pour y arriver. Et donc, voilà, et maintenant le texte vit, il est entré en vigueur donc en 2004.
Il n'y a pas énormément de jurisprudence, mais il faut savoir que dans le domaine des transports, il n'y en a jamais énormément, puisque c'est des litiges entre assureurs, souvent, qui se règlent autrement, ce qui ne veut pas dire que les règles ne servent pas. C'est entre les assureurs que ces règles servent souvent pour déterminer. Et donc, le texte dit, et voilà, Serge, est-ce que je sais pas si vous avez vu? On a 3 arrêts qui ont été rendus, enfin qu'on a pu identifier. Puis après, bon, là, on vous a... Mais si on arrive, le but vraiment, je dirais, on est arrivé à des principes partagés qui étaient entre plusieurs droits, et je pense que c'est ce qui fait que cet acte a pu suivre en ligne droite le processus, là, mais avec quand même des périodes d'arrêt où on dépose, et puis tout d'un coup, on est 18 mois sans avoir de nouvelles. C'est pas grave. Ça marche pas. Et puis, d'un coup, on vous dit non, dans 2 semaines, il y a la réunion, mais il faut que vous soyez là. Voilà. J'ai terminé. Merci infiniment, de cette éclairante présentation qui je suis vraiment désolé. Sans plus tarder, si vous permettez, je proposerai qu'on prenne des questions globalement à la fin. Sans plus tarder, le deuxième round, si je puis dire, de présentation va être peut-être plus directement relié au commerce électronique, si j'ai bien compris. Et il va être organisé en tout premier lieu par mon collègue professeur Arthur Oulaï de l'Université de Sherbrooke, avec lequel le commissaire, d'ailleurs, j'ai l'occasion de collaborer à l'occasion. Et par la suite, Mohamed Samiaya, que je connais assez bien, doctorant chez nous. J'ai eu l'occasion de diriger dans sa thèse qu'il a déposée sur un sujet qui est exactement le cœur de la présentation d'aujourd'hui, savoir l'OADA et le commerce électronique. Arthur. Voilà, merci Vincent. Il me fait plaisir donc de faire mon intervention en 5 minutes. Je prends note. Alors, parlant de l'OADA et du commerce électronique, bon, vous comprendrez bien, ceux qui sont ici, la plupart d'entre vous êtes familiers au texte de l'OADA, vous savez qu'il n'y a pas de date uniforme sur le commerce électronique. Alors, on aurait l'excuse de la nouveauté en disant qu'il s'agit d'un domaine qui est nouveau et que voilà, on aurait besoin d'un peu plus de temps. Mais il n'y a pas de vide juridique dans l'OADA, dans l'espace OADA. Et j'écoutais ce matin M. Sosa qui parlait du fait que l'avantage de l'OADA, c'est d'avoir un même droit, une même interprétation. Et notre constat est, dans le cadre qui concerne le commerce électronique, c'est de voir que nous craignons un peu que cette prétention à l'uniformisation du droit et à l'harmonisation du droit soit délaissée dans le cadre du commerce électronique. Et de quelle manière se manifeste cette fragmentation que l'on note dans le droit OADA? Cette fragmentation se présente de façon sectorielle dans un premier temps, c'est-à-dire certains secteurs, le législateur OADA, certains États ont décidé, certaines organisations sous-régionales ont décidé de légiférer sur des points bien précis qui touchent au commerce électronique. Et il y a aussi une fragmentation du point de vue de l'introduction des règles nationales dans le droit du commerce électronique, ce dont parlera Sani. Alors, fragmentation sectorielle. De quoi s'agit-il ici? D'abord, il faut dire que dans l'OADA, il y a un élément pour les investisseurs et pour les gens d'affaires qui est très intéressant, c'est l'existence d'un registre du commerce du crédit immobilier qui est uniformisé, donc un seul registre pour la région. Ça, c'est un avantage. Vous savez que pour les créanciers, pour les co-contractants, ce registre permet d'avoir accès aux informations sur la partie adverse, sur sa solvabilité. Donc ça, c'est très intéressant. Mais le problème qu'il y avait, c'est que ces registres reposaient essentiellement sur du papier. Donc pour les investisseurs, c'était difficile. Alors avec la poussée un peu, donc je vais rapidement, je prends des raccourcis, avec la poussée des bailleurs de fonds internationaux, y compris la Banque mondiale, un des éléments dans la réforme donc, des actes uniformes de l'OADA, et notamment de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, c'était l'informatisation de ces registres-là. C'était l'élément essentiel. C'est ainsi que cet acte a été modifié, l'acte révisé a été adopté en décembre 2010, et la principale innovation, c'est l'informatisation du registre.
Ça, c'est un élément qui est très important. Alors, sur quoi repose, quels sont les principes généraux sur lesquels repose cette informatisation du registre? Alors, l'objectif, au départ, c'était de permettre la reconnaissance des documents électroniques. Tradition du droit, c'est que l'écrit est identifié traditionnellement au papier. Alors, comment donner une reconnaissance juridique à l'écrit électronique? Alors, les principes qu'on retrouve dans les textes internationaux, alors je parle de la loi type de la CNIL sur le commerce électronique, la loi type de la CNIL sur la signature électronique, se sont retrouvés dans ce texte-là. Alors je parle de la neutralité technologique. Neutralité, la loi doit être neutre, elle ne doit pas favoriser un moyen, donc elle ne doit pas favoriser le papier au détriment de l'électronique. Donc la neutralité. On retrouve la notion d'équivalence fonctionnelle. À partir du moment où les documents remplissent la même fonction, on doit leur reconnaître la même valeur juridique. Alors ces mêmes principes, on les retrouve au cœur de cette modification de cet acte uniforme-là, donc la modification qui a été adoptée en décembre 2010, comme je l'ai dit. Alors, à partir du moment où on reconnaît le document électronique, on va aussi introduire donc la validité de l'écrit électronique. On va reconnaître aussi la signature électronique. Donc on va recourir à la signature électronique. Et ce acte uniforme parle de signature électronique qualifiée. Et qu'est-ce que c'est qu'une signature électronique qualifiée? C'est une signature électronique qui recourt à un certificat électronique émis par un prestataire. Et ça, c'est l'élément qui a été choisi. Donc, l'importance d'un prestataire qui va délivrer ce certificat électronique. À partir du moment où on a un document qui remplit ces critères-là, ces éléments-là, il a la même force juridique qu'un document papier et il peut servir de preuve. Alors, de ce point de vue, l'OHADA réalise un bond en avant à partir du moment où on va informatiser les registres, on va reconnaître la valeur juridique de ces documents. Cependant, et c'est là que se trouve un peu notre crainte, première chose, pour pouvoir élaborer les standards et les normes auxquels les prestataires électroniques, les prestataires de certificats électroniques doivent se conformer, l'OHADA va créer ce qu'on appelle un comité technique de normalisation de procédures techniques. Donc, il va élaborer ces standards. Mais l'article 85, et c'est là que vient notre crainte, l'article 85 dit, en premier ressort, ces standards vont venir de l'OHADA. Et à défaut d'avoir des standards de l'OHADA, on va référer à des législations internes. Donc, on introduit des législations internes dans le processus OHADA. Autre élément de fragmentation aussi, et c'est au niveau sectoriel. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que la législation sur le commerce électronique a ciblé essentiellement le registre. L'autre aspect, ce sont les organisations sous-régionales, notamment l'UMOA, qui se préoccupe, l'UMOA c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui se préoccupe donc des systèmes monétaires et bancaires. Et l'UMOA, dans son règlement, prévoit aussi un titre qui porte sur la preuve électronique. Et quand on regarde, on lit ce titre sur la preuve électronique, il reprend les mêmes principes qu'on retrouve dans l'acte uniforme. C'est sûr que du point de vue de la séquence, le texte de l'UMOA date de 2002, mais on se retrouve avec les mêmes principes. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui nuit à l'objectif d'uniformisation qui est loi de l'OHADA d'avoir un texte qui reprend ces mêmes principes et qui s'appliquerait dans tous les États? Je sais que la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a certaines réticences là-dessus, mais du point de vue juridique, nous craignons alors l'introduction d'une fragmentation dans le régime juridique applicable au commerce électronique. Et cette fragmentation se retrouve aussi dans les textes, l'émergence de plus en plus de législation interne par différents États membres de l'OHADA, par ailleurs. Ma présentation ne sera pas aussi longue, quelques minutes ça va être fait, Monsieur le Président. Alors, pour poursuivre, là, par rapport à ce que le professeur Oula vient de dire, c'est que les États membres de l'OHADA ont aussi décidé de mettre en place des cadres juridiques là, pour encadrer le commerce électronique. Au nom de ces États-là, sans prétendre à l'exhaustivité, je peux citer par exemple le Burkina Faso, qui a adopté une législation sur le commerce électronique en 2009. Il y a aussi le Sénégal, qui l'a fait en 2008. Et il nous est aussi revenu que plusieurs États, comme par exemple le Niger, comme par exemple le Cameroun, qui s'est déjà adopté, ont adopté aussi des législations pour encadrer le commerce électronique.
pour les États qui n'ont pas adopté une législation sur le commerce électronique, certains d'entre eux ont adhéré là, à la Convention des Nations Unies sur les communications électroniques de 2005. Que ce soit la Convention des Nations Unies sur les communications électroniques de 2005 ou les lois nationales, toutes ces législations-là prennent en compte, je dirais, la preuve électronique, et prennent en compte la signature électronique, tous les principes d'équivalence fonctionnelle qu'a décrit le professeur Attu entre le papier et l'écrit électronique sont décrits dans toutes ces législations. Alors, de telle sorte que, finalement, le droit au hasard du commerce électronique, pour emprunter le mot de Chevalier, donne l'image d'un doigt en miettes, en 1000 morceaux. Et on se demande alors à quoi bon uniformiser sur le droit qu'on prétend uniformiser et à plus ou moins bref échéance de s'uniformiser. C'est la question que nous nous posons. Alors, il est de tradition là de poser à la fin d'une conférence la question au conférencier, mais moi je m'autorise à poser une question à l'assistance. Est-ce que l'OHADA pourrait aujourd'hui mettre en place un cadre juridique pour harmoniser le commerce électronique en tenant compte des spécificités et des particularités de ces États membres? C'est la question que nous nous posons. Dans ma thèse, je réponds que oui, mais je ne vais pas cet après-midi-là vous donner vraiment toutes mes raisons, et je vais certainement laisser le débat se faire dans l'assistance. Merci. Merci messieurs, je suis sûr, en tout cas, moi je vous promets qu'on va revenir là-dessus dans la période des questions. Troisième et dernier round, avec un peu le point qui est un peu dangereux, les gars, j'ai juste cette diapositive. Bon, bah, c'est sûr que ça rentre dans 10 minutes. Nicolas Hermès, donc mon collègue ici à la faculté, qui est dans des domaines assez connexes du mien en fait, mais qui est tout particulièrement l'un des co-responsables du laboratoire de cyberjustice, dont certains, je pense, vont peut-être voir cet après-midi, qui est quasiment une première mondiale, un des plus beaux laboratoires qui permet de faire des vrais procès avec des outils de communication tout à fait modernes. C'est tout? Avant tout. Ben oui. J'ai le temps, oui. Alors, bonjour à tous. J'ai le rôle quelque peu ingrat d'être le dernier obstacle entre vous et le dîner ou le déjeuner. Donc, je tenterai d'être le plus bref possible. On m'a demandé de vous parler un peu de la cyberjustice, donc de ce que c'est exactement, comment la cyberjustice pourrait être utilisée par les pays membres de l'OHADA. Mais j'oserais dire, en fait, que c'est peut-être une erreur de faire une distinction entre les pays membres de l'OHADA et d'autres pays, parce que c'est un domaine où, en fait, nous sommes tous, ou à peu près, au même endroit, c'est-à-dire au tout début de la cyberjustice. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est la cyberjustice? Je vous ai mis des images à l'écran qui peuvent paraître un peu ludiques, mais en fait, c'est très simple. C'est que lorsque j'ai commencé à donner des entrevues sur ce qu'est la cyberjustice, c'est ce qu'on m'imposait comme image. Donc, celle du milieu, en fait, c'est vraiment une image qui est associée à un article pour lequel j'ai donné une entrevue. Donc, j'ai vu que les gens ne comprenaient pas tout à fait l'objectif du mot. En fait, la notion de cyberjustice, c'est une notion un peu fourre-tout dans laquelle on incorpore un certain nombre de concepts, de principes, qui se résument simplement à l'utilisation de la technologie dans la résolution des conflits, que l'on parle de conflits, donc judiciaires ou extrajudiciaires. Donc, la cyberjustice, l'utilisation de la technologie par le système judiciaire et par les organismes qui offrent des services de règlement des litiges au niveau extrajudiciaire. Dans son acceptation la plus large, on peut parler donc de mise en place du système intégré d'information de justice que le gouvernement québécois tente de faire depuis maintenant quelques dizaines d'années et quelques millions de dollars, que ce qu'a tenté de faire avec, et qui a échoué également en Ontario, mais ce qui fonctionne relativement bien en Colombie-Britannique. Donc cette idée que finalement l'information circule à travers tous les acteurs du milieu juridique, donc en
partant, par exemple, en matière pénale, du constat d'arrestation jusqu'à le litige, jusqu'à l'emprisonnement s'il y a lieu, jusqu'à la commission des libérations provisoires. Donc, cette idée qu'on peut informatiser plusieurs éléments du processus. La question, évidemment, c'est pourquoi. Pourquoi l'intérêt? Quel est l'intérêt de la cyberjustice? Pourquoi est-ce que les participants voudraient investir dans ce domaine-là? Vous aurez compris que je vais essayer de vous convaincre que c'est quelque chose de très positif, sinon on n'aurait pas demandé de me présenter ici aujourd'hui. Donc, lorsqu'on regarde, et Nabil Antaki, lors de sa présentation, on a parlé rapidement, lorsqu'on regarde le système juridique, et je dis notre système, mais je suis prêt à mettre énormément d'argent sur le fait qu'on peut parler de n'importe quel système juridique, on se rend compte qu'il y a énormément de pertes de temps, de pertes d'argent. Perte de temps liée notamment au déplacement, perte de temps liée notamment au fait que nous avons cette idée que tout litige doit être réglé par deux personnes assises autour de la même table, dans la même pièce, en train de discuter face à face. Perte de temps liée au fait que toute la documentation doit être signifiée en papier, donc service de l'huissier, pardon, donc déplacement. Donc, énormément d'éléments, encore une fois, qui causent des retards, des délais, et des délais que doivent souffrir les parties, que doivent souffrir tous les participants. Aux questions de temps, de perte de temps, on peut ajouter également d'autres éléments qui viennent compliquer les choses et qui viennent rendre le processus extrêmement lourd. Le premier, évidemment, c'est, et on en a parlé tout à l'heure lorsqu'on parlait de commerce électronique, le fait que le milieu juridique est un milieu basé presque exclusivement sur le papier. J'ai un collègue qui aime bien dire qu'en fait, le photocopieur, c'est le meilleur centre de profit de tout bureau d'avocat parce que c'est là que vient plus d'argent. Parce qu'on charge $1, $2 par page au client, donc ça peut augmenter les coûts liés à un litige. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça crée une quantité de dossiers à travers lesquels il faut chercher l'information, donc occasionne des délais supplémentaires encore là. Et tous ces dossiers-là doivent être entreposés à quelque part. Donc, perte d'espace, construction de nouveaux palais de justice pour entreposer tout ça, construction de nouveaux palais de justice pour permettre aux parties de se présenter. Donc, on augmente les coûts, on augmentait, donc je disais tout à l'heure, les délais, mais on augmente également les coûts. Et ce sont en fait les deux reproches qu'on fait au système de justice, que ce soit ici ou n'importe où. Le fait que, finalement, justement, il y a des dépenses excessives, il y a des délais excessifs, et que ces deux éléments-là limitent l'accès à la justice. C'est l'un des plus grands arguments, souvent, pour aller vers les modes alternatifs, justement, cette idée de réduire coûts et délais. Donc, comment, justement, travailler sur ces deux éléments-là, comment réduire les coûts, comment réduire les délais. Et la solution, en fait, l'une des solutions que nous envisageons ici à l'Université de Montréal, c'est justement cette cyberjustice. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça implique? Vous avez ici une photo de notre laboratoire sur l'écran. Ce qu'on tente de faire au laboratoire de cyberjustice, c'est de développer diverses applications logicielles qui permettent justement d'agir sur toutes ces problématiques, tous ces éléments qui viennent ralentir le processus et qui viennent occasionner des coûts. Donc, on parle d'applications de dépôt électronique, de téléprocès, donc pour limiter les déplacements. On parle d'applications de gestion des dossiers, de gestion des pièces, gestion de la documentation, pour limiter l'impression de documents et donc limiter les coûts. J'aimerais attirer votre attention sur un élément sur lequel on travaille particulièrement et qui est d'autant plus intéressant dans le contexte de la présentation d'aujourd'hui. Et c'est tout ce qui est mode alternatif de résolution de conflit en ligne. Donc, cette idée que les parties doivent absolument être dans la même pièce pour négocier, on a constaté lors de plusieurs expériences, et je dis c'est le cas ici à l'Université de Montréal, mais ça a été fait également à l'étranger, qu'il est possible de développer des plateformes informatiques disponibles uniquement en ligne. C'était le cas du projet Resolution qu'on avait lancé en 2001 et de la plateforme en 99, pardon, et de la plateforme Ecodir qu'on a lancée en 2001, qui est une plateforme en ligne qui permet le règlement des litiges entre consommateurs et commerçants sans que les parties n'aient à se déplacer, sans que les parties n'aient à se voir. Et donc, c'est de façon asynchrone. Donc, on peut se connecter à la plateforme au moment où on est disponible.
pour régler le litige. Donc ici, un cas concret où la cyberjustice permet de faciliter l'accès au règlement du litige et permet de diminuer les coûts y associés. Et pour revenir un peu dans le contexte plus propre à l'OADA, lorsqu'on considère, et là, j'ai toujours peur lorsque je commence à parler de choses qui se passent en Afrique parce que je suis allé une seule fois dans ma vie et tout le reste, évidemment, je me fie sur la documentation qu'on a ici, qui est souvent bien biaisée. Mais si je me fie donc sur ce que j'ai vu la dernière fois où j'y étais, où finalement un commerce sur deux avait une affiche orange, il y a eu un mouvement rapide vers le cellulaire. On a passé finalement directement par-dessus les lignes fixes dans certains cas pour se rendre, pour commencer à utiliser le cellulaire. Et aujourd'hui, le cellulaire fait partie, donc, comme partout ailleurs d'ailleurs, de la vie de tous les gens. Et c'est un outil fort utile et ça pourrait être aussi la porte d'entrée de la cyberjustice, justement, sur le continent africain. Donc, plutôt que de construire d'autres palais de justice, plutôt que de construire d'autres centres où on pourrait avoir accès à la justice, que ce soit par moyen d'arbitrage ou par les tribunaux conventionnels, bien, on peut passer directement au concept de M-justice, c'est-à-dire la justice mobile, c'est-à-dire d'utiliser des solutions technologiques directement sur le téléphone cellulaire ou de se brancher à des applications qui permettent aux parties de discuter entre elles, de négocier et de brancher donc une plateforme, par exemple, d'arbitrage et de passer l'arbitrage en ligne. Évidemment, je ne tente pas de dire que la cyberjustice va remplacer le palais de justice. Ce n'est pas du tout ma intention, donc n'ayez crainte. Et ce n'est pas dire que parce qu'il y a une plateforme d'arbitrage que les parties ne seront pas capables de prendre le téléphone et de communiquer entre elles, mais c'est une façon, c'est un outil dans l'arsenal des pays, des États, pour rendre le système judiciaire plus accessible, pour rendre le système judiciaire plus accessible, moins dispendieux pour les parties, pour les justiciables, pour les contribuables. Donc finalement, l'idée d'amener la justice aux acteurs plutôt que d'amener les acteurs au palais de justice. Évidemment, et là je vois que j'ai 1 minute pour faire tout le reste, donc évidemment, parler de cyberjustice, parler du fait qu'on veut migrer vers une utilisation plus actuelle de la technologie, donc vraiment permettre à la technologie d'entrer dans le milieu judiciaire où on témoigne d'un certain retard sur les autres domaines. Ce n'est pas dire que ça se fait sans problème, que c'est très facile. On peut dire simplement, voici, on avait la procédure papier, maintenant on a une procédure électronique et on garde exactement les mêmes procédures, les mêmes procédés, les mêmes principes. La technologie, et auteur après auteur le mentionne, la technologie n'est pas neutre. La technologie a des incidences sur nos comportements, va guider nos faits et gestes et va faire finalement que les principaux acteurs ne vont pas nécessairement gérer un document électronique de la même façon qu'ils gèrent un document papier, ne vont pas interagir avec une plateforme électronique de la même façon qu'ils vont interagir s'ils sont dans la même pièce que les autres participants. Donc, l'objectif, conclusion, fantastique, l'objectif, c'est de prendre connaissance de tout ça et de s'assurer de ne pas tomber dans le panneau dans lequel plusieurs personnes vont tomber, de dire, bien, on va simplement passer à la technologie sans vraiment évaluer les conséquences. Donc, je passe rapidement et on en parlera plus tard, simplement pour vous dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a une révolution technologique qui vient changer la pratique du droit. Il y a une petite révolution technologique qui est arrivée il y a quelques années qui s'appelait l'imprimerie. L'imprimerie a complètement changé la pratique du droit, complètement changé nos habitudes. Ça a permis la création d'un petit concept qu'on appelle le précédent, qui est plus ou moins utile en droit, donc qui est plutôt utile. Et j'aime toujours terminer sur cette citation de Lord Camden qui disait « If it is law, si c'est du droit, on le retrouve dans nos livres. Si on ne le retrouve pas dans nos livres, ce n'est pas du droit. » Donc, Camden serait bien mêlé, bien triste en 2012 de voir tout ce qui se retrouve sur Internet et la technologie. Donc, je viens de faire une présentation en 11 minutes de 25 minutes. Je suis désolé de... Encore une fois,
désolé, mais ça nous reste quand même 7 minutes. 7 minutes pour la question. 7 minutes pour les questions donc, sur les 3 panels. Encore une fois, excusez-moi au nom des organisateurs de ce sprint un peu trop brutal, mais moi j'en ai un certain nombre de questions, mais je voudrais vous laisser la parole, j'aurai sinon l'occasion de... Sinon, moi d'ores et déjà, attendez, je vais vous juste le temps de placer l'invitation maintenant, mais sur les 3 panels, on a parlé de neutralité. Je suis en train de finir un livre pour dire que la neutralité technologique ne veut rien dire. Mais la question que je me posais, et puis je vais en profiter, que notamment il y a ce que j'appelle des généralistes du droit en fait, qui sont présents ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, peut-être plus le deuxième panel, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de considérer les questions comme l'écrit, comme la signature, comme l'original, dans le cadre d'un texte plus général, relié au droit des contrats en général? Est-ce qu'il ne serait pas mieux, puis je ne dirige pas ma question aux 5 des intervenants, mais je ne sais pas si l'un d'entre eux aurait un avis comme ça à brûle pour point sur la pertinence d'avoir un élément distinct ou au contraire d'intégrer cette nouvelle réalité juridique-là dans des textes plus généraux. Arthur, on a parlé un petit peu. Ouais, je suis... Oui. Alors, là-dessus, c'est ce que nous regrettons en fait. C'est-à-dire avec un acte uniforme général, on aurait un peu la prétention d'être un peu plus modeste et éviter d'intervenir de façon trop spécifique dans le domaine précis du droit, ce qui aurait pour conséquence d'entraîner les problèmes juridiques. Aller dans les grands principes, dans un texte général, et par la suite, peut-être les tribunaux, la pratique, va d'une certaine façon s'adapter. Alors, moi aussi, j'ai cette crainte lorsque, avec le commerce électronique, on veut aller dans les détails de chaque aspect de chaque des institutions souvent qui sont bien établies. Je partage un peu la même crainte, et c'est pour ça que, avec l'acte uniforme sur le droit commercial général, on a ciblé le registre. Et quand on regarde les principes, c'est à peu près les mêmes principes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dégager des grands principes qui s'appliqueraient? Par ailleurs, on les adapterait selon, si c'est dans le registre, si c'est en matière de paiement, on pourrait les adapter. Donc je partage un peu cette crainte du droit qui veut aller dans tous les détails de chaque institution. Ce que la CUTI, à mon avis, ne fait pas, mais on a tellement peu de temps qu'on peut dire tout et n'importe quoi sans se faire contredire, parce qu'il y a la pression du temps. Monsieur. Tout simplement, dans les échanges souvent électroniques qu'on se trouve à avoir, une de mes craintes, qui est souvent une crainte qui est dite par mes clients, c'est-à-dire que nos communications, par exemple sur Skype, avec nos collègues africains, sont sécuritaires. Est-ce que nos échanges de documents par Internet sont bel et bien sécuritaires? Donc, de tout cet aspect-là aussi, comme les litiges commerciaux d'importance ou le coût d'argent en jeu, il faut poser la question. Ma réponse, je vous dirais, moi j'ai toujours eu l'impression qu'on a un double standard quand on parle de documents électroniques. On s'attend à beaucoup plus de l'électronique que du papier. Oui, effectivement, transmettre un document par courriel, par une communication par Skype, c'est possible que quelqu'un intercepte notre courriel. On parle souvent de l'exemple de la carte postale où on compare la communication par courriel à une carte postale en disant n'importe qui peut lire ce qui est à l'envers, ce qui selon moi est totalement faux comme adéquation, mais c'est une crainte qu'on a effectivement pour l'électronique. Moi, je commande régulièrement des choses sur Internet et que je reçois un peu partout dans le monde, et une fois sur deux, je ne reçois pas mon colis parce que c'est perdu dans la poste, parce que c'est arrêté à quelque part. Donc, il y a une question de sécurité des transactions qui n'est pas nécessairement plus faible sur Internet. Et je vous dirais, le plus important, c'est que ce qu'on constate, c'est que la plupart des gens qui interceptent les communications ne l'interceptent pas réellement. Ils vont soit aller sur le compte de la personne qui transmet ou sur le compte de la personne qui reçoit. Intercepter, c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans le compte d'un des deux participants à la communication et d'aller lire ces courriels-là, au même titre que c'est beaucoup plus facile d'entrer chez quelqu'un et d'aller parler à la réceptionniste pour avoir de l'information que d'attendre et d'attaquer le postier pour aller prendre la lettre avant qu'elle se rende à destination. Donc, oui, il y a des risques, comme dans l'utilisation de toute technologie. Je pense que les risques, parce que ceux qui ont à vendre la technologie sont ceux qui produisent des rapports qui parlent de ces risques-là, parce qu'eux en font un grand histoire. On a l'impression que c'est beaucoup plus grave pour la technologie que pour le personnel.
je puis me permettre, et pour aller dans le même sens, les communications par tam-tam ne sont pas très confidentielles. Mais malgré tout, souvent dans Skype, ça représente bien les bris de sécurité, c'est que les bris de sécurité viennent de l'intérieur. C'est pas une interception de tiers qui risquent d'écouter quelque chose qui dit, mais c'est à l'intérieur, au sein de l'entreprise, parce que qui dit Skype dit une copie qui est faite, bon, qui s'écrase au bout de quelques minutes, mais il y a une copie qui est faite sur l'ordinateur d'une personne. Ça, et à mon avis, le risque, si risque il y a, et puis il n'y a pas de communication sans risque, là on est complètement d'accord, mais le risque que l'on peut avoir, c'est que si on Skype tous les deux, aussi, c'est très facile pour moi de vous enregistrer, de ressortir cette impression-là à un moment donné en disant « Ah, mais c'est pas ça que vous avez dit, là, vous m'avez dit ceci ». Et ça, c'est un changement de donne, c'est un changement de pratique malgré tout qui a une certaine incidence dans la preuve, dans le droit, dans le bon vieux droit. Oui, monsieur. Oui, je vous remercie. Mon nom est Maître Sangaré, salut, je suis avocat, je suis médiateur. Quand vous parlez de cyberjustice, je suis tout à fait d'accord, mais ne vous pensez pas qu'en Afrique, d'abord, c'est le fait d'intégrer tout ce qui concerne l'électronique à la justice, l'informatisation du système de justice. Parce qu'on sait, au Québec, ici, je peux rester au bureau où je peux vérifier tout de suite les rôles. Étant dans mon bureau, je peux vérifier le rôle de toutes les cours de justice du Québec. Alors qu'en Afrique, c'est très très difficile. Il y a de ces pays où on n'a même pas accès à la jurisprudence sur les bases de données. Donc, vraiment, je comprends, au Québec, on est beaucoup avancé. Mais en Afrique, ça doit être d'abord l'informatisation du système de justice qui pose un problème. Aujourd'hui, je m'en vais sur n'importe quel, pour chercher des documents juridiques ou le code civil d'un pays, tu n'as pas accès. Au Mali, par exemple, je suis originaire du Mali, tu t'en vas, tu cherches la Cour suprême du Mali, qui est une des premières institutions qui n'en a pas. Alors, donc, je pense que on doit travailler beaucoup d'abord pour l'informatisation du système de justice avant de venir au cyberjustice. Ma réponse, c'est que selon moi, ce sont deux problèmes distincts que l'on peut traiter séparément. Et avoir une plateforme d'arbitrage, une plateforme de médiation ne nécessite pas qu'on ait tout informatique. Je suis totalement d'accord avec votre position à l'effet qu'il faut faire un effort pour permettre l'accès à l'information juridique. Mais ça, c'est un volet. Et l'autre volet, c'est de mettre en place des infrastructures informatiques pour permettre aux gens de se parler, de communiquer, pour limiter les déplacements. Donc, deux problèmes tout aussi essentiels, tout aussi importants,